Qui êtes-vous et que faites-vous chez moi » Alexandre Mercier, costume froissé et valise encore à la main, dévisageait la jeune femme qui arrangeait des fleurs dans l'entrée de son manoir. Elle portait une simple robe bleue, mais son maintien et sa grâce démentaient sa tenue modeste. « Bonjour, monsieur Mercier. Je suis Élise Dubois, votre nouvelle femme de ménage. Votre sœur Camille m'a engagé il y a 3 semaines. Ma sœur n'avait aucun droit de prendre cette décision pendant mon absence. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle employée, surtout pas... » Il la toisa de haut en bas. « Surtout pas quelqu'un comme vous. » Le regard d'Élise se durcit. « Quelqu'un comme moi? Vous n'avez pas l'air, enfin, comment dire, d'une femme de ménage. Et à quoi ressemble une femme de ménage, selon vous ?» Alexandre posa sa valise, agacé. « Écoutez, je rentre d'un voyage de 6 mois en Asie. Je suis épuisé et je trouve une inconnue chez moi. Appelez Camille, qu'elle m'explique cette situation absurde. » Élise sortit son téléphone de sa poche. « Je préfère l'appeler pour lui dire que je démissionne. »« Parfait. Faites donc ça. » Alexandre traversa le hall en direction de son bureau. 6 mois d'absence et rien n'avait changé dans son manoir provençal, sauf cette présence inattendue. Il jeta sa veste sur un fauteuil et se servit un verre de whisky, essayant d'ignorer la migraine qui pointait. Les négociations à Shanghai avaient été éreintantes, mais fructueuses. 2 nouveaux complexes hôteliers de luxe s'ajouteraient bientôt à son empire. Son téléphone sonna. Camille. « Je viens de recevoir un message d'Élise, » attaqua-t-elle sans préambule. « Qu'est-ce que tu as encore fait? C'est plutôt à moi de te demander ça. Depuis quand engages-tu du personnel sans me consulter? Depuis que tu disparais 6 mois sans donner de nouvelles. Ton manoir avait besoin d'entretien. Madame Rousseau a pris sa retraite, je te rappelle. Tu aurais pu trouver quelqu'un de plus conventionnel. Élise est parfaitement qualifiée. Elle a des références excellentes. Elle ressemble plus à une de tes amies mondaines qu'à une femme de ménage. Ah, je vois. Le grand Alexandre Mercier trouve sa nouvelle employée trop élégante? Tu préfères les gens dans des cases bien définies, n'est-ce pas? Alexandre soupira. Je suis fatigué, Camille. On en reparlera. Non, tu vas m'écouter. Élise a besoin de ce travail. Sa situation n'est pas facile. Elle s'occupe de sa grand-mère malade. Alors pour une fois, comporte-toi comme un être humain décent. La communication coupa avant qu'il puisse répondre. Typique de Camille. Toujours le dernier mot. Alexandre termina son verre et décida d'inspecter le manoir. Il devait reconnaître que tout était impeccable. Les parquets brillaient, les cuivres étincelaient, et une odeur fraîche de citron remplaçait le renfermé qu'il redoutait. Dans le salon principal, il aperçut Élise qui rassemblait ses affaires. Elle avait attaché ses cheveux et enfilé une veste, visiblement prête à partir. « Votre sœur m'a expliqué que vous n'aviez pas été informé de mon embauche, » dit-elle froidement. « Je comprends votre réaction. Je serai parti dans 10 minutes. » Alexandre s'apprêtait à acquiescer quand son regard fut attiré par le tableau au-dessus de la cheminée. Élise avait légèrement modifié son emplacement. « Vous avez déplacé mon fragonard ?» De 3 centimètres à peine. La lumière matinale l'abîmait. Un tableau de cette valeur mérite d'être préservé. Alexandre haussa un sourcil. « Vous vous y connaissez en art ?»« Un peu. » Élise se dirigea vers la porte mais s'arrêta devant le bureau où était posée une petite toile qu'Alexandre avait rapportée de Chine. Belle acquisition, un Zhang Daqian authentique, si je ne me trompe pas. La facture est typique de sa période post-1965. Alexandre la fixa avec étonnement. « Comment pouvez-vous savoir ça? J'ai fait l'école du Louvre avant de devoir travailler. Je me suis spécialisé dans les échanges artistiques entre Orient et Occident. Je parle aussi le mandarin. » « Le mandarin? J'ai dû engager un interprète pendant 6 mois pour mes négociations. » Un silence s'installa entre eux. Alexandre observait cette femme qui venait de briser toutes ses certitudes. Une femme de ménage diplômée de l'école du Louvre qui parlait chinois. « Écoutez, » reprit-il plus doucement, « je suis désolé pour tout à l'heure. Le décalage horaire me rend irritable. Ce n'est pas le décalage horaire, monsieur Mercier, c'est votre arrogance naturelle. » Alexandre ne put retenir un sourire. Touché, peut-être pourrions-nous rediscuter de votre poste? Il se trouve que j'organise un gala dans 3 semaines pour mes partenaires chinois. Quelqu'un avec vos compétences pourrait m'être utile. Élise hésita. Je ne suis pas là pour vous servir d'interprète. J'ai accepté un poste de femme de ménage. À un salaire bien inférieur à vos qualifications, j'imagine. Elle pinça les lèvres. Ma situation personnelle ne vous regarde pas.
Que diriez-vous d'un arrangement temporaire? Vous gardez votre poste actuel avec une prime substantielle pour m'aider avec le gala. Élise sembla peser le pour et le contre. Ma grand-mère a besoin de soins coûteux. Alors c'est oui? C'est un peut-être, monsieur Mercier, à condition que vous appreniez à dire « s'il vous plaît » et « merci » comme tout le monde. Alexandre tendit la main. Marché conclu, mademoiselle Dubois, et s'il vous plaît, appelez-moi Alexandre. Le réveil sonna à 5h30. Élise l'éteignit d'un geste machinal et resta quelques instants les yeux fixés au plafond de sa petite chambre. Dehors, la nuit commençait à peine à céder la place à l'aube. Elle devait être au manoir à 7h pour préparer le petit déjeuner d'Alexandre. Dans la cuisine de son modeste appartement, elle prépara du café tout en vérifiant les médicaments de sa grand-mère pour la journée. Mathilde dormait encore, son souffle paisible rassurant Élise. L'aide-soignante arriverait à 8h et resterait jusqu'à son retour. « Encore 3 mois de traitement », murmura-t-elle en comptant les comprimés. Le salaire offert par Alexandre, surtout avec la prime promise, couvrirait presque tout. Elle devrait peut-être vendre quelques livres d'art de sa collection, mais Mathilde pourrait suivre sa thérapie complète. 1 heure plus tard, Élise entrait dans la cuisine du manoir Mercier, immense et parfaitement équipée, mais rarement utilisée. Elle prépara un plateau avec du café, des fruits frais et des croissants qu'elle avait achetés en chemin. Alexandre lui avait dit qu'il prenait son petit déjeuner dans son bureau quand il travaillait tôt. Elle frappa légèrement à la porte du bureau. « Entrez !» lança la voix d'Alexandre. Il était déjà au téléphone, parlant en anglais, avec un interlocuteur visiblement important. Il lui fit signe de poser le plateau sur la table basse. Élise s'exécuta, mais au moment de partir, il couvrit le téléphone de sa main. « Attendez, j'aurai besoin de vous dans quelques minutes. Il y a des documents en chinois que je dois parcourir. » Élise hocha la tête et s'assit discrètement dans un coin pendant qu'il terminait son appel. Elle observa la pièce, admirant la bibliothèque qui couvrait un mur entier. Des livres d'art côtoyaient des ouvrages sur l'économie et l'architecture. « Vous aimez lire ?» demanda Alexandre en raccrochant. « Passionnément. Votre collection est impressionnante. Elle appartenait à mon père. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour l'enrichir. » Il lui tendit une série de documents. « Pouvez-vous me résumer ces propositions ? Mon traducteur habituel n'est pas disponible aujourd'hui. » Élise parcourut rapidement les pages. « C'est une modification de contrat pour votre projet à Shanghai. Ils veulent changer les matériaux de façade pour quelque chose de moins coûteux. » « Je m'en doutais, marmonna-t-il. Ces changements affecteraient-ils l'aspect esthétique ? Significativement, le rendu serait beaucoup moins lumineux. Voulez-vous que je rédige une réponse ? Alexandre la regarda avec surprise. Vous pourriez faire ça ? J'ai travaillé comme assistante de galerie à Paris avant... Tout ça. La correspondance internationale faisait partie de mes tâches. Un silence s'installa pendant qu'Alexandre l'observait, réévaluant visiblement la femme devant lui. « Qu'est-ce qui vous a amené ici, Élise ? Une diplômée de l'école du Louvre qui parle mandarin ne devient pas femme de ménage par hasard. » Elle se raidit. « Ma vie privée ne fait pas partie de mes fonctions, monsieur Mercier. » « Alexandre, corrigea-t-il, et ce n'était pas une question professionnelle. » Élise hésita avant de répondre. « Ma grand-mère a eu un AVC l'année dernière. Les soins coûtent cher. J'ai abandonné mon poste à Paris pour m'occuper d'elle ici en Provence. Elle est la seule famille qu'il me reste. » « Et vos parents ?»« Morts dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans. Ma grand-mère m'a élevé. » Alexandre acquiesça lentement. « Je comprends mieux votre situation. Le poste à la galerie n'était pas suffisamment rémunéré. La galerie a fermé pendant la crise. Le marché de l'art est impitoyable. Comme tous les marchés. » Alexandre se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant les jardins du manoir qui s'étendaient jusqu'à une petite oliveraie. « J'organise ce gala pour finaliser des contrats importants, mais aussi pour présenter ma collection d'art asiatique. J'aurais besoin de quelqu'un qui comprend vraiment ses œuvres pour impressionner mes invités. Vous voulez que je serve de guide. Je veux que vous participiez en tant qu'experte, pas en tant qu'employée. Vous serez présentée comme consultante artistique. » Élise fronça les sourcils. « Pourquoi feriez-vous ça ? » « Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui parle leur langue, comprend leur culture et peut parler d'art avec passion. Et parce que je déteste le gâchis de talent. » Le téléphone d'Alexandre sonna à nouveau. Il jeta un coup d'œil à l'écran et grimaça. « Je dois prendre cet appel. Réfléchissez à ma proposition. » Élise sortit du bureau, troublée par cet échange. Dans le couloir, elle croisa Camille qui arrivait
élégante dans son tailleur beige. « Ah, Élise, je venais voir si mon frère t'avait déjà fait fuir. »« Pas encore, » sourit Élise. « Il semble même vouloir m'impliquer dans son gala. » Camille leva un sourcil. « Vraiment? C'est inhabituel. Je ne comprends pas pourquoi il me fait confiance aussi rapidement. » « Alexandre ne fait confiance à personne, » rectifia Camille. « Mais il reconnaît les compétences. J'ai peut-être mentionné ton CV impressionnant quand il m'a appelé hier. » Elles entrèrent dans le salon où Élise devait faire le ménage. « Tu devrais accepter sa proposition, » continua Camille. « Ce serait une belle opportunité. Je suis venu ici pour un travail stable, pas pour des missions temporaires, même bien payées. Et ta grand-mère, comment va-t-elle » Élise commença à épousseter les étagères. « Stable. Les médecins sont optimistes, mais le traitement est long. » Camille s'assit sur le canapé, observant Élise travailler. « Tu sais, mon frère n'est pas aussi terrible qu'il en a l'air. Il a juste oublié comment être normal. Notre père était un homme dur qui ne valorisait que le succès matériel. Alexandre a pris le relais de l'entreprise familiale à 28 ans, quand papa est mort. Il s'est transformé en machine à faire de l'argent. Pourquoi me racontez-vous ça? Parce que tu es la première personne qui l'a traité différemment depuis longtemps, et parce que je m'inquiète pour lui. » Élise s'arrêta, perplexe. « Je suis juste une employée qui parle chinois. Tu es bien plus que ça, et il l'a remarqué. » La porte du salon s'ouvrit sur Alexandre. « De quoi parlez-vous toutes les deux? »« De ton incapacité à dire bonjour en entrant dans une pièce, » répliqua Camille. « Tu te souviens de moi? Ta sœur que tu n'as pas vue depuis 6 mois ?» Alexandre l'embrassa sur la joue. « Pardonne-moi. Comment vas-tu? »« Mieux que toi, apparemment. Tu as mauvaise mine. »« Merci pour cette observation flatteuse. » Il se tourna vers Élise. « J'ai une autre proposition. Mon assistant habituel pour le gala vient d'annuler. Accepteriez-vous de le remplacer? Cela impliquerait d'être présente aux réunions préparatoires, de coordonner les invitations et de m'aider à organiser l'exposition des œuvres. Ce serait en plus de mes fonctions actuelles? Non, à la place, temporairement. Avec un salaire correspondant, bien sûr. » Élise réfléchit rapidement. Ce travail lui permettrait de renouer avec le monde de l'art, au moins brièvement. « J'ai besoin de garanties. Si je quitte mon poste actuel et que votre projet s'arrête, vous conserverez votre emploi ici, quoi qu'il arrive, » assura Alexandre, « avec une augmentation. Vos compétences linguistiques me seront utiles bien au-delà du gala. » Camille observait l'échange avec un petit sourire. « Tu vois, Élise, je t'avais dit qu'il n'était pas si terrible. » Alexandre leva les yeux au ciel. « N'exagérons rien. C'est une décision purement professionnelle. »« Bien sûr, » répondit Camille avec un clin d'œil à Élise, « purement professionnelle. » Élise regarda tour à tour le frère et la sœur, prenant conscience du tournant que prenait sa vie. 1 mois auparavant, elle bataillait pour trouver un emploi stable. Maintenant, un millionnaire lui proposait un poste qui correspondait à ses qualifications. « D'accord, » dit-elle finalement. « J'accepte votre proposition, Alexandre. » Il sourit, et pour la première fois depuis leur rencontre, ce sourire atteignit ses yeux. « Parfait. Nous commencerons demain. » Les 3 semaines qui suivirent passèrent en un éclair. Élise et Alexandre travaillaient ensemble chaque jour, organisant le gala jusque dans les moindres détails. Le manoir s'était transformé en un chantier élégant où traiteurs, décorateurs et techniciens se croisaient sous la supervision attentive d'Élise. Ce matin-là, elle vérifiait la disposition des œuvres d'art dans la galerie du manoir. Alexandre l'observait depuis l'entrée. « Le Jangdakian devrait être plus en évidence, non ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Élise sans hésiter. « L'éclairage est parfait ici, et il crée un dialogue intéressant avec les autres œuvres. Vos invités le remarqueront davantage dans cette configuration. » Alexandre s'approcha, admirant la toile. « Vous savez, j'ai acheté ce tableau sans vraiment le comprendre. J'aimais simplement les couleurs. C'est souvent comme ça que commence une passion pour l'art, » sourit Élise. « Par l'émotion, pas par l'analyse. » Leurs regards se croisèrent un instant, puis Élise détourna les yeux, troublée par la proximité d'Alexandre. Ces dernières semaines, quelque chose avait changé entre eux. Les discussions professionnelles s'étaient transformées en conversations plus personnelles, tard le soir, autour d'un verre de vin. « J'ai une requête pour ce soir, » dit soudain Alexandre. « Je vous écoute. J'aimerais que vous soyez présente comme invitée, pas comme membre du personnel. » Élise fronça les sourcils. « Je dois superviser le déroulement. Vincent peut s'en charger. Vous connaissez ses œuvres mieux que moi.
Je veux que vous puissiez en parler librement avec mes invités. Je n'ai rien à me mettre pour ce genre d'événement, objecta-t-elle. Ça peut s'arranger. Le téléphone d'Élise vibra. C'était l'aide-soignante de Mathilde. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Elle s'éloigna rapidement, le cœur battant. Sa grand-mère avait eu un malaise. Rien de grave, mais l'aide-soignante suggérait une visite. Un problème? Demanda Alexandre, en voyant son expression. Ma grand-mère ne se sent pas bien, je devrais aller la voir. Bien sûr, prenez ma voiture, ce sera plus rapide. Merci, mais je dois rester absente quelques heures. Le gala est ce soir et... Élise, coupa-t-il doucement. Votre famille passe avant tout, allez-y, nous nous débrouillerons. 1 heure plus tard, Élise était au chevet de Mathilde, une femme de 75 ans, au visage marqué par la vie, mais aux yeux pétillants d'intelligence. Tu t'inquiètes trop, ma chérie, sourit Mathilde en serrant sa main. C'était juste un étourdissement. Le médecin a dit que tu devais te reposer. Et toi, tu as un gala ce soir. Ton patron, ce fameux monsieur Mercier. Comment est-il? Élise hésita. Différent de ce que j'imaginais. Au début, il semblait froid, arrogant. Mais maintenant il te plaît, compléta Mathilde avec un sourire malicieux. Grand-mère, ce n'est pas ça du tout, c'est mon employeur. Un employeur qui t'a rendu ton métier d'avant, qui t'envoie sa voiture personnelle, et pour qui tu rougis en parlant. Élise ne put s'empêcher de sourire. C'est temporaire. Après le gala, je reprendrai mon poste de femme de ménage. Tiens, si tu le dis, ma chérie. Le téléphone d'Élise sonna, c'était Camille. Élise, j'ai appris pour ta grand-mère, comment va-t-elle? Mieux, merci, je vais bientôt retourner au manoir. Parfait, j'ai une surprise pour toi. Je passe te prendre dans 30 minutes. Camille raccrocha avant qu'Élise puisse protester. Mathilde rit doucement. Va te préparer. Ta vie est en train de changer, Élise. Laisse-la faire. Lorsque Camille arriva, elle portait plusieurs housses de vêtements. Qu'est-ce que c'est? Demanda Élise. Des options pour ce soir. Alexandre m'a expliqué qu'il voulait que tu sois présente comme invitée. Je ne peux pas accepter. Bien sûr que si, coupa Camille. Ce ne sont que des prêts. J'ai à peu près ta taille. Elle déploya les robes sur le lit. L'une d'elles, d'un bleu profond avec de délicates broderies, attira immédiatement l'attention d'Élise. Celle-ci, sourit Camille. Je le savais. Elle ira parfaitement avec tes yeux. 2 heures plus tard, Élise retournait au manoir métamorphosée. La robe de soirée, les bijoux prêtés par Camille et un chignon élégant la transformaient en une femme du monde, bien loin de la femme de ménage qu'elle avait été quelques semaines plus tôt. Lorsqu'elle entra dans le hall du manoir, Alexandre discutait avec Vincent des derniers préparatifs. Il s'interrompit en la voyant, bouche bée. « Élise, vous êtes magnifique. » Elle sentit ses joues s'empourprer. « Merci à votre sœur. C'est elle qui a tout arrangé. Camille a toujours eu bon goût, mais ce n'est pas la robe qui vous rend belle. » Vincent s'éclipsa discrètement, laissant Alexandre et Élise seuls dans le hall. « Comment va votre grand-mère » demanda Alexandre. « Beaucoup mieux. Elle m'a pratiquement mise à la porte pour que je vienne au gala. »« Une femme sage, » sourit-il. « J'ai quelque chose pour vous. » Il sortit un petit écrin de sa poche et l'ouvrit, révélant une paire de boucles d'oreilles en jade. « Elles appartenaient à ma mère. Elles compléteraient parfaitement votre tenue ce soir. Je ne peux pas accepter, c'est beaucoup trop. »« C'est un prêt, » insista-t-il. « Un porte-bonheur pour notre soirée. » Avec précaution, Élise accepta l'écrin et mit les boucles d'oreilles. Alexandre l'observait avec une intensité qui la troublait. « Les premiers invités vont bientôt arriver, » dit-elle pour briser le silence. « Oui, bien sûr. Une dernière chose, Élise. Ce soir, vous n'êtes pas mon employé, mais ma partenaire. N'hésitez pas à partager vos connaissances, à briller. Ces hommes d'affaires ont besoin de comprendre que l'art est plus qu'un investissement. » La soirée commença. Les invités, majoritairement des hommes d'affaires asiatiques accompagnés de leurs épouses, arrivèrent progressivement. Élise se tenait aux côtés d'Alexandre, l'aidant à accueillir tout ce beau monde avec aisance. Sa maîtrise du mandarin impressionnait visiblement les invités. Lors du dîner, elle fut placée à la droite d'Alexandre. Elle sentait les regards curieux des autres convives, se demandant qui était cette femme si proche de leur hôte. Mais Alexandre la présentait avec fierté comme sa consultante artistique, et bientôt la conversation tourna autour des œuvres exposées. « Mademoiselle Dubois, » intervint un important homme d'affaires chinois, « votre connaissance de notre culture est remarquable. Où avez-vous étudié ?»« À l'école du Louvre, » répondit Élise.
J'ai eu la chance de passer une année d'échange à Shanghai. Et maintenant, vous travaillez pour Monsieur Mercier? Alexandre répondit avant elle. Mademoiselle Dubois m'honore de sa collaboration. Sans elle, ma collection ne serait qu'un assemblage de jolies images. Sous la table, sa main frôla celle d'Élise, un contact bref mais électrisant. Après le dîner, les invités se répandirent dans la galerie pour admirer les œuvres. Élise se déplaçait parmi eux, expliquant les pièces avec passion. Alexandre l'observait de loin, captivé par sa grâce et son intelligence. Camille s'approcha de son frère. « Tu ne la quittes pas des yeux. Elle est impressionnante, » admit Alexandre. « Ce n'est pas de son talent dont je parle, et tu le sais. » Il se tourna vers sa sœur. « Qu'essaies-tu de dire, Camille? Que je ne t'ai pas vu regarder quelqu'un comme ça depuis... En fait, je ne t'ai jamais vu regarder quelqu'un comme ça. C'est ridicule. Est-ce que ça l'est vraiment ?» demanda Camille avant de s'éloigner. La soirée se prolongea tard dans la nuit. Les contrats furent signés, les mains serrées, les promesses échangées. Lorsque le dernier invité partit, Élise se retrouva avec Alexandre dans le jardin, tous deux épuisés mais euphoriques. « Ça s'est bien passé, non ?» demanda-t-elle. « Mieux que bien. C'était parfait, grâce à vous. » La nuit était douce. Le jardin baignait dans la lumière de la lune. Ils marchèrent en silence jusqu'à la fontaine qui murmurait au centre du jardin. « Vous savez, dit Alexandre, je n'avais jamais remarqué à quel point cet endroit est beau. Vous vivez ici depuis combien de temps? 10 ans. Mais je ne fais que passer d'une réunion à l'autre, d'un voyage au suivant. Je ne m'arrête jamais. Peut-être devriez-vous essayer, sourit Élise. Peut-être que je viens de le faire. » Leurs regards se croisèrent, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne détourna les yeux. Alexandre s'approcha lentement d'Élise, lui laissant le temps de reculer. Elle resta immobile, le cœur battant. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si le monde autour d'eux disparaissait. Un baiser doux, presque timide, qui se transforma en quelque chose de plus profond, de plus urgent. Élise fut la première à s'écarter, confuse. « Je ne devrais pas. Vous êtes mon employeur. Je suis un homme qui vous admire profondément, Élise. Pas seulement pour vos compétences, mais pour votre force, votre détermination, votre cœur. C'est trop compliqué. La vie est compliquée. Mais certaines choses valent la peine d'être explorées, vous ne croyez pas ?» Elle ne savait que répondre. Cette attirance inattendue la bouleversait. « J'ai besoin de réfléchir, murmura-t-elle. »« Je comprends, » dit doucement Alexandre. « Prenez votre temps. Je serai là. » Ils rentrèrent en silence vers le manoir, leurs mains se frôlant sans oser se saisir, portant en eux le souvenir de ce premier baiser sous les étoiles. Une semaine s'était écoulée depuis le gala. Élise avait repris officiellement son poste de femme de ménage, mais tout avait changé. Alexandre l'invitait régulièrement dans son bureau pour l'aider avec sa correspondance chinoise, puis ses sessions de travail se prolongeaient en discussions animées autour d'un verre de vin. Ce matin-là, Élise nettoyait la bibliothèque quand Alexandre entra. « Bonjour, dit-il avec un sourire qui n'apparaissait désormais que pour elle. « J'ai une proposition à vous faire. »« Encore ?» sourit Élise. « La dernière a considérablement compliqué ma vie. » Il s'approcha, hésitant à franchir cette distance professionnelle qu'Élise maintenait soigneusement depuis leur baiser. « J'organise un dîner ce soir. Rien de formel, juste quelques amis. J'aimerais que vous vous joigniez à nous. »« En tant que quoi ?» demanda-t-elle directement. « En tant qu'Élise. » Elle reposa le chiffon qu'elle tenait. « Alexandre, nous devons clarifier la situation. Je suis votre employé. Ce qui s'est passé après le gala était sincère, compléta-t-il. Du moins de mon côté. Du mien aussi, admit-elle. Mais ça ne change pas les faits. Vous êtes mon patron. Je pourrais ne plus l'être. » Élise le regarda avec surprise. « Que voulez-vous dire ? J'ai des contacts dans plusieurs galeries à Paris. Avec votre expérience et vos qualifications, vous pourriez facilement retrouver un poste dans le monde de l'art. Je ne peux pas quitter la Provence. Ma grand-mère a besoin de moi. Il existe d'excellentes cliniques spécialisées à Paris. Vous avez tout planifié, on dirait. » Alexandre s'approcha encore. « J'essaie juste de trouver des solutions. Je ne veux pas renoncer à ce qui commence entre nous à cause d'une relation employeur-employé. » Élise sentit son cœur s'emballer. La proximité d'Alexandre, son parfum subtil, la sincérité dans ses yeux, tout cela l'attirait irrésistiblement. Mais une petite voix en elle lui rappelait les risques. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle. « Je comprends. Mais venez quand même ce soir. » En tant qu'amie, elle accepta d'un hochement de tête. Alors qu'Alexandre sortait, son téléphone sonna. Le nom de Diane s'afficha sur l'écran.
Il grimaça et décrocha rapidement, s'éloignant dans le couloir. Élise continua son travail, troublée. Qui était cette Diane? Sa question trouva réponse quelques heures plus tard, lorsqu'elle revint au manoir après avoir rendu visite à sa grand-mère. Une magnifique blonde était assise dans le salon, discutant avec Alexandre. Grande, élancée, vêtue d'une robe de créateur, elle incarnait l'élégance parisienne. « Ah, Élise !» appela Alexandre en la voyant passer. « Venez, je vous présente Diane Lenoir, une amie de longue date. » La façon dont Diane le regarda en entendant le mot « ami » disait clairement qu'elle avait été bien plus que cela. « Élise Dubois », dit-elle en tendant la main. « Vous êtes la nouvelle femme de ménage, c'est ça ?» Le ton condescendant était à peine voilé. « Exactement », répondit Élise sans se démonter. « Et vous, que faites-vous dans la vie ?»« Je dirige la communication d'un grand groupe de luxe », répondit Diane avec un sourire suffisant. « Alexandre et moi nous connaissons depuis l'université. » « Diane est à Aix pour une séance photo », expliqua Alexandre visiblement mal à l'aise. « Elle repart demain. »« En fait, » intervint Diane, « mon shooting a été reporté. Je pensais rester quelques jours. Tu m'avais dit que tu organisais un dîner ce soir ?»« Oui, en effet. Quelques amis seulement. »« Parfait. Je meurs d'envie de revoir Camille. » Élise observa l'échange avec un sentiment croissant de malaise. Cette femme avait clairement l'intention de reconquérir Alexandre, et contrairement à elle, Diane appartenait au même monde que lui. « Je devrais retourner à mon travail, » dit-elle doucement. « Vous venez toujours ce soir ?» demanda Alexandre. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. »« Bien sûr que si, » insista-t-il. 20 heures. Diane observait leur échange avec des yeux plissés. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'Élise préparait la salle à manger pour le dîner, Diane entra. « Alors c'est vrai, dit-elle sans préambule. Alexandre s'intéresse à vous. » Élise continua d'arranger les couverts. « Je ne vois pas en quoi cela vous concerne. Oh, ma chérie, soyons honnêtes. Vous êtes jolie, intelligente même, d'après ce qu'il m'a dit. Mais vous êtes sa femme de ménage. Et Alexandre vit dans un monde auquel vous n'appartenez pas. Ces petites distractions arrivent parfois quand il s'ennuie. Mais ça ne dure jamais. » Élise s'efforça de garder son calme. « Merci pour ces informations, Madame Lenoir. Si vous n'avez rien d'autre à me dire, je veux juste vous éviter une déception. Alexandre et moi avons une histoire. Nous nous séparons, nous nous retrouvons. C'est ainsi depuis des années. » Sur ces mots, Diane sortit, laissant Élise troublée. Ses paroles avaient touché une corde sensible, ses propres doutes sur la viabilité d'une relation avec Alexandre. Le soir venu, Élise hésita longtemps avant de se présenter au dîner. Elle avait enfilé une simple robe noire, rien qui puisse rivaliser avec l'élégance de Diane, mais convenable pour une invitée. La soirée fut un supplice. Diane monopolisait l'attention, racontant des anecdotes sur son passé commun avec Alexandre, plaçant subtilement des remarques qui soulignaient la différence de milieu social entre elle et Élise. Alexandre semblait mal à l'aise mais ne contredisait pas Diane, se contentant de lancer des regards d'excuses à Élise. Camille, sentant le malaise, tentait de rééquilibrer la conversation, mais le mal était fait. Élise se sentait profondément déplacée. À la fin du repas, elle prétexta un appel de sa grand-mère pour s'éclipser. Alexandre la rattrapa dans le hall. « Élise, attendez. Je suis désolé pour le comportement de Diane. Ce n'est rien. Elle défend son territoire, c'est compréhensible. Son territoire. Il n'y a rien entre Diane et moi. Plus maintenant. Ce n'est pas l'impression qu'elle donne. Et vous n'avez rien fait pour la corriger. Que vouliez-vous que je fasse? Créer une scène devant tout le monde ?» Élise secoua la tête. « Je devrais y aller. Ma grand-mère m'attend. Élise, s'il vous plaît, ne laissez pas Diane gâcher ce qu'il y a entre nous. » « Et qu'y a-t-il exactement entre nous, Alexandre? Un baiser, quelques conversations? Vous êtes un millionnaire, je suis votre femme de ménage. Diane a raison sur un point. Nos mondes sont trop différents. » Elle sortit avant qu'il puisse répondre, le cœur lourd. Le lendemain matin, Élise arriva tôt au manoir, déterminée à se concentrer uniquement sur son travail. Elle fut surprise de trouver une grande enveloppe à son nom sur la table de la cuisine. À l'intérieur, une lettre d'une galerie parisienne renommée lui proposait un poste de commissaire adjointe avec un salaire très généreux. Alexandre entra dans la cuisine au moment où elle terminait sa lecture. « Vous avez contacté cette galerie pour moi, constata-t-elle. »« Oui, ils cherchèrent quelqu'un avec exactement vos compétences, sans me consulter. Je voulais vous surprendre, vous offrir une porte de sortie. »« Une porte de sortie ?» répéta-t-elle. « De quoi exactement »
de cette situation inconfortable. Si vous n'êtes plus mon employé, nous pourrions... Élise posa brusquement la lettre. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une question de hiérarchie professionnelle. C'est toute ma vie qui est ici. Ma grand-mère, mes responsabilités. Que je vous propose de faciliter, s'exclama Alexandre avec frustration. Pourquoi refusez-vous mon aide? Parce que je ne veux pas être sauvé, Alexandre. Je ne veux pas être une œuvre de charité dont vous vous occupez, une pauvre fille que vous sortez de sa condition misérable. Ils se regardèrent en silence, la tension palpable entre eux. Ce n'est pas comme ça que je vous vois, dit-il finalement. Non? Alors comment me voyez-vous? Son téléphone sonna avant qu'il puisse répondre. Un appel du Japon qu'il ne pouvait ignorer. Élise en profita pour s'éclipser, laissant la lettre sur la table. L'après-midi même, alors qu'elle rendait visite à sa grand-mère, son téléphone vibra. Un email professionnel, celui-là même qu'elle attendait depuis des mois. Une offre pour commissarier une exposition d'art contemporain au Japon, un contrat de 3 mois extrêmement bien rémunéré. Une opportunité qu'elle avait sollicitée avant même de connaître Alexandre. De bonnes nouvelles? Demanda Mathilde en observant son expression. Une offre de travail au Japon. Un rêve, vraiment. Alors pourquoi sembles-tu si triste? Élise soupira et s'assit près de sa grand-mère. C'est Alexandre. Il y a quelque chose entre nous, mais c'est compliqué. L'amour est toujours compliqué, ma chérie. Ce n'est pas de l'amour, protesta faiblement Élise. Non? Alors pourquoi hésites-tu à accepter cette offre au Japon? Élise resta silencieuse. Au fond d'elle, elle connaissait la réponse, mais n'était pas prête à l'admettre. Il y a autre chose que je dois te dire, continua Mathilde en prenant sa main. Quelque chose sur le passé, sur ta famille, et celle d'Alexandre Mercier. Élise fronça les sourcils, intriguée. Que veux-tu dire? Ton père, avant l'accident, il travaillait pour la famille Mercier. Mon père travaillait pour les Mercier? Répéta Élise abasourdie. Mathilde hocha lentement la tête, son regard voilé par de vieux souvenirs. Il était responsable de la comptabilité dans leur entreprise immobilière. C'était un bon poste. Il l'adorait. Mais pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que ça s'est mal terminé, ma chérie. Henri Mercier, le père d'Alexandre, a accusé ton père de détournement de fonds. Il l'a licencié sans préavis, sans indemnité. Élise sentit son cœur se serrer. Papa était-il coupable? Jamais, s'exclama Mathilde avec force. Ton père était l'honnêteté même. C'était un coup monté par le directeur financier de l'époque qui couvrait ses propres malversations. Ton père a essayé de se défendre, mais Henri Mercier ne voulait rien entendre. Et après? Après, ton père est tombé en dépression. Il a enchaîné les petits boulots. Ta mère a dû reprendre le travail. Ils étaient épuisés ce jour-là, sur la route. Mathilde ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Élise connaissait la suite, l'accident qui avait coûté la vie à ses parents sur une route de campagne, un soir de pluie. Alexandre est-il au courant? Je ne pense pas. Il était très jeune à l'époque. Élise se leva, submergée par les émotions. Je dois partir. Élise, attends, s'écria Mathilde. Ne juge pas Alexandre pour les erreurs de son père. Ce n'est pas ça, grand-mère. J'ai juste besoin de réfléchir. Elle embrassa sa grand-mère et sortit précipitamment. Au lieu de retourner au manoir, elle marcha pendant des heures dans les collines provençales, tentant d'assimiler cette révélation. Les Mercier avaient indirectement causé la mort de ses parents. Et maintenant, elle travaillait pour eux. Elle s'était même attachée à Alexandre. Son téléphone vibra plusieurs fois. Des messages d'Alexandre s'inquiétant de son absence. Elle les ignora tous. À la tombée de la nuit, épuisée mais l'esprit plus clair, elle prit une décision. Elle accepterait l'offre du Japon. C'était la meilleure solution pour tout le monde. Elle enverrait l'argent pour les soins de Mathilde et prendrait un nouveau départ, loin des fantômes du passé. Lorsqu'elle retourna finalement au manoir pour récupérer ses affaires, Alexandre l'attendait dans le hall, visiblement inquiet. « Élise, où étiez-vous » ? J'étais mort d'inquiétude. « Je dois vous parler, dit-elle froidement. » Ils entrèrent dans le bureau. Élise resta debout, gardant délibérément ses distances. « Mon père travaillait pour votre famille, » lâcha-t-elle sans préambule. Alexandre fronça les sourcils, surpris. « Je l'ignorais. Il a été injustement licencié par votre père, accusé de détournement de fonds qu'il n'avait pas commis. Cela a détruit sa carrière, sa vie. Mes parents sont morts dans un accident alors qu'ils étaient épuisés, enchaînant les petits boulots pour survivre. » Alexandre pâlit. « Élise, je suis désolé, je ne savais rien de tout ça. Je viens de l'apprendre moi-même.
Ma grand-mère me l'a révélé aujourd'hui. Quel était le nom de votre père? Pierre Dubois. Alexandre se passa une main sur le visage. Je n'étais qu'un adolescent à l'époque. Mon père ne me parlait pas des affaires de l'entreprise. Ça n'a plus d'importance maintenant, dit Élise. J'ai reçu une offre pour travailler au Japon pendant 3 mois. Je l'accepte. Je viens chercher mes affaires et vous présenter ma démission. Attendez, Élise. Ne prenez pas de décision hâtive, sous le coup de l'émotion. Ma décision est prise. Le job au Japon est une opportunité exceptionnelle. Je comprends que vous soyez bouleversé par ces révélations. Je le suis aussi. Mais ne laissez pas le passé détruire ce que nous pourrions construire. Élise secoua la tête. Ce n'est pas possible, Alexandre. Il y a trop d'obstacles entre nous, nos mondes, notre histoire familiale. Laissez-moi au moins essayer de comprendre ce qui s'est passé, supplia-t-il. De réparer les torts causés par mon père, si c'est possible. Rien ne ramènera mes parents. Elle se dirigea vers la porte, mais Alexandre la retint gentiment par le bras. S'il vous plaît, ne partez pas comme ça. Nous devons en parler. Il n'y a plus rien à dire. Sur ces mots, elle sortit, laissant Alexandre désemparé. Dans sa chambre, Élise commença à rassembler ses affaires, les mains tremblantes. Camille apparut dans l'encadrement de la porte. Alexandre vient de me raconter. Je suis tellement désolé, Élise. Ce n'est pas ta faute, ni celle d'Alexandre. Mon frère est dévasté. Il tient vraiment à toi, tu sais. Élise continua de plier ses vêtements sans répondre. Cette offre au Japon, poursuivit Camille, c'est une belle opportunité. Mais fuir n'est pas la solution. Je ne fuis pas. Je saisis une chance professionnelle. Camille s'approcha et posa une main sur son épaule. Élise, regarde-moi. Je connais mon frère. Il n'a jamais regardé personne comme il te regarde. Pour la première fois depuis des années, il s'intéresse à autre chose qu'à son travail. Tu lui as rappelé qu'il existait un monde au-delà des contrats et des réunions. Je suis désolé, Camille. Ma décision est prise. Pendant ce temps, Alexandre était assis dans son bureau, fixant le vide. Comment tout avait-il pu s'effondrer si vite? Il repensait au sourire d'Élise, à leur baiser dans le jardin, à la façon dont elle avait transformé son monde en quelques semaines. Son regard tomba sur un vieux carton d'archives que Vincent avait monté du sous-sol à sa demande. Les dossiers de l'époque où Pierre Dubois travaillait pour l'entreprise. Si Élise disait vrai, son père avait commis une grave injustice. Il commença à parcourir les documents, déterminé à comprendre. Après des heures de recherche, il trouva enfin le dossier de licenciement de Pierre Dubois. Les accusations étaient graves. Falsification de documents comptables, détournement de près d'1 million de francs. Mais en examinant attentivement les pièces du dossier, Alexandre remarqua des incohérences. Les signatures sur certains documents semblaient différentes. Et le principal accusateur était Jean Moreau, le directeur financier de l'époque, un homme que son père avait toujours soutenu envers et contre tout. Il appela Vincent, qui travaillait pour la famille depuis plus de 30 ans. « Vincent, vous souvenez-vous de Pierre Dubois ?» Le vieil homme hocha lentement la tête. « Bien sûr, un homme bien. Cette histoire a toujours été louche. Que voulez-vous dire? Votre père était un homme d'affaires remarquable, mais il faisait trop confiance à certaines personnes. Jean Moreau, par exemple. Beaucoup d'entre nous pensions que c'était lui le véritable coupable. Avez-vous des preuves? Non, mais j'ai toujours trouvé étrange que Moreau ait démissionné 6 mois après le licenciement de Dubois, pour partir vivre luxueusement en Suisse. Votre père a refusé d'écouter les rumeurs. » Alexandre se leva brusquement. « Je dois trouver Moreau. Il est mort il y a 5 ans, monsieur. Un cancer. » Alexandre frappa du poing sur le bureau. « Alors comment prouver l'innocence de Pierre Dubois? Il existe peut-être un moyen, » dit lentement Vincent. Votre père, vers la fin de sa vie, semblait tourmenté par certaines décisions. Il a laissé des lettres, des confessions qu'il n'a jamais envoyées. Madame, votre mère, les a conservées dans sa chambre. 1 heure plus tard, Alexandre fouillait dans la commode de la chambre de sa mère, restée intacte depuis son décès. Au fond d'un tiroir, il trouva une boîte contenant des lettres manuscrites, les confessions d'un homme face à sa mort prochaine. Parmi elles, une enveloppe adressée à Pierre Dubois. Alexandre l'ouvrit avec des mains tremblantes et commença à lire « Mon cher Pierre, à l'approche de ma fin, je dois alléger ma conscience. J'ai commis une terrible erreur en vous accusant sans vérifier les faits par moi-même. Jean a tout avoué sur son lit de mort. C'était lui le coupable. Il vous a fait porter le chapeau pour ses propres crimes. Je ne vous demande pas de me pardonner, mais de savoir que je regrette profondément le mal que je vous ai causé. Si cette lettre vous parvient après ma mort, sachez que j'ai pris des dispositions
pour qu'une compensation financière vous soit versée. Avec mes sincères regrets, Henri Mercier. La lettre n'avait jamais été envoyée. La compensation n'avait jamais été versée. Pierre Dubois était mort sans savoir qu'Henri Mercier avait reconnu son erreur. Alexandre sentit les larmes lui monter aux yeux. Son père, cet homme qu'il avait toujours cru infaillible, avait commis une terrible injustice. Et maintenant, c'était à lui de réparer le tort causé. Il se précipita vers la chambre d'Élise, mais elle était déjà partie, laissant seulement un mot sur le lit. « Adieu, je pars ce soir pour Paris, puis Tokyo demain. Élise. » Sans hésiter, Alexandre saisit ses clés de voiture et sortit en trombe. Si Élise prenait la route pour Paris, il avait encore une chance de la rattraper. Il conduisit comme un fou jusqu'à la maison de Mathilde. La vieille dame, surprise de le voir, l'accueillit avec une certaine froideur. « Elle est déjà partie, » dit-elle, avant même qu'il ne pose la question. « Madame, je dois lui parler. J'ai trouvé quelque chose d'important. » Il lui tendit la lettre de son père. Mathilde la lut lentement, ses mains ridées, tremblant légèrement. « Après toutes ces années, » murmura-t-elle. « Trop tard pour Pierre, mais peut-être pas pour Élise. Où est-elle » Elle a pris le dernier train pour Paris. Son vol pour Tokyo est demain à midi. Alexandre regarda sa montre. Il était presque minuit. « Je peux encore la rattraper. Y a-t-il un endroit où elle pourrait loger à Paris ?»« Chez son amie Sophie, dans le 11e arrondissement. Mais je n'ai pas l'adresse exacte. » Alexandre sortit son téléphone. « Je vais appeler mon pilote. Mon jet peut être prêt en 1 heure. »« Vous l'aimez vraiment, n'est-ce pas ?» demanda doucement Mathilde. « Plus que tout, répondit-il simplement. Je ne la laisserai pas partir sans lui avoir dit la vérité, sans lui avoir dit ce que je ressens. » Mathilde sourit et serra sa main. « Alors, allez-y. Et quand vous la trouverez, donnez-lui ceci. » Elle lui tendit une vieille photo où l'on voyait un jeune couple souriant devant un immeuble, les parents d'Élise. Pour qu'elle se souvienne que l'amour vaut toujours la peine de prendre des risques. Le hall de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle était bondé malgré l'heure matinale. Alexandre, épuisé après une nuit sans sommeil, scrutait frénétiquement la foule. Son jet privé avait atterri à l'aube, lui laissant quelques heures pour retrouver Élise avant son vol pour Tokyo. Après des dizaines d'appels sans réponse, il avait finalement obtenu l'adresse de Sophie grâce à Camille, qu'il avait subtilisé du carnet d'adresse d'Élise. Mais l'appartement était vide à son arrivée. Les 2 amis étaient déjà partis pour l'aéroport. Il avait tenté sa chance au terminal des vols internationaux, espérant intercepter Élise à l'enregistrement. Sa célébrité dans le monde des affaires lui avait permis d'accéder aux zones normalement réservées aux voyageurs, mais jusqu'à présent, aucune trace d'elle. Son téléphone vibra. « Camille, tu l'as trouvée ?»« Pas encore. Son vol est dans 2 heures. »« Alexandre, écoute-moi. Si tu la retrouves, ne gâche pas tout avec des explications compliquées. Dis-lui simplement ce que tu ressens. Et si elle refuse de m'écouter, alors respecte sa décision. Mais au moins, tu auras essayé. » Il raccrocha plus déterminé que jamais. Soudain, au détour d'un café, il l'aperçut. Élise était assise, seule, fixant sa tasse, le visage marqué par la fatigue et l'émotion. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Il s'approcha lentement, craignant qu'elle ne s'enfuie en le voyant. « Élise !» Elle leva les yeux, stupéfaite. « Alexandre ? Comment ? Je devais te parler. » J'ai pris mon jet. Un éclair d'agacement traversa son regard. Bien sûr, le jet privé. La solution à tous les problèmes quand on est millionnaire. S'il te plaît, accorde-moi 5 minutes. Elle hésita, puis hocha la tête. Il s'assit en face d'elle. J'ai trouvé quelque chose hier soir, après ton départ. Il sortit la lettre de son père et la posa sur la table. Élise la lut attentivement, son expression passant de la surprise à l'émotion. Ton père a reconnu son erreur, murmura-t-elle. Trop tard pour le tien, je sais. Mais cette lettre prouve au moins que ton père était innocent. Élise essuya une larme qui roulait sur sa joue. « Pourquoi es-tu venu jusqu'ici pour me montrer ça ?»« Parce que je ne voulais pas que tu partes en pensant que ma famille avait délibérément détruit la tienne. Et parce que... » Il prit une profonde inspiration. « Parce que je t'aime, Élise. Ces dernières semaines avec toi ont été les plus vivantes de toute mon existence. Tu m'as fait redécouvrir la beauté dans les choses simples, l'importance des relations humaines, la passion pour l'art. Je ne veux pas te perdre. Alexandre, c'est impossible. Nos vies sont trop différentes. Elles n'ont pas à l'être. Je ne te demande pas d'abandonner ta carrière ou tes rêves. Je te demande juste une chance. Et le Japon ? Vas-y, fais cette exposition. C'est ton rêve, et je ne voudrais jamais te l'enlever.
Mais reviens vers moi, ensuite. » Élise resta silencieuse, le regard perdu dans le vide. « Ta grand-mère m'a donné quelque chose pour toi », ajouta-t-il en lui tendant la photo. Élise prit la photo de ses parents, passant doucement le doigt sur leur visage souriant. Ils avaient l'air si heureux. « Ta grand-mère m'a dit que l'amour valait toujours la peine de prendre des risques. » Une annonce retentit, appelant les passagers pour l'enregistrement du vol Tokyo. « C'est mon vol », dit Élise. « Je sais. » Elle rassembla ses affaires, glissant la lettre et la photo dans son sac. « J'ai besoin de réfléchir, Alexandre. Tout va trop vite. Je comprends. » Il la suivit jusqu'à la file d'enregistrement, le cœur lourd. « Adieu, Alexandre, » dit-elle en lui tendant la main. Il la prit, mais au lieu de la serrer, il l'attira doucement à lui et l'embrassa, un baiser désespéré, chargé d'émotion. « Au revoir, Élise. »« Pas adieu. » Elle s'éloigna sans se retourner, disparaissant dans la foule des voyageurs. Alexandre resta immobile, regardant l'endroit où elle avait disparu. Puis, lentement, il quitta l'aéroport, se demandant s'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie en la laissant partir. De retour en Provence, il se plongea dans le travail, tentant d'oublier la douleur de l'absence d'Élise. Sans succès. Chaque recoin du manoir lui rappelait sa présence, son rire, ses remarques perspicaces sur les œuvres d'art. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, Camille entra sans frapper. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Alexandre. Tu ne manges plus, tu ne dors plus. »« Je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien. Tu l'aimes et tu l'as laissé partir. » C'était son choix, je dois le respecter. Camille s'assit en face de lui. « As-tu pensé à ce que tu ferais si elle revenait ?» Alexandre leva les yeux, surpris. « Que veux-tu dire ? Tu lui as demandé de revenir, mais ensuite quoi ? Reprendre votre relation ambiguë ? La garder comme employée ? L'inviter à dîner de temps en temps ? Je n'y ai pas réfléchi. Eh bien, il est temps que tu le fasses, parce que si elle revient, elle mérite mieux que des demi-mesures. » Sur ces mots, Camille le laissa seul avec ses pensées. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Les paroles de sa sœur tournaient dans sa tête. Que voulait-il vraiment ? Quel avenir envisageait-il avec Élise ? Au petit matin, il avait pris sa décision. Il se rendit directement chez Mathilde. La vieille dame l'accueillit avec un sourire, comme si elle l'attendait. « Je me demandais quand vous viendriez, » dit-elle en lui servant du thé. « J'ai besoin de votre aide, Mathilde. J'aime votre petite fille plus que tout au monde. Si elle revient du Japon, je veux lui demander de m'épouser. » Mathilde sourit, nullement surprise. « Et si elle refusait ? Alors j'aurais au moins été honnête sur mes sentiments. Et si elle acceptait ? Qu'offririez-vous à ma petite fille, Alexandre Mercier ? Mon cœur, ma vie, tout ce que je possède. Elle n'a pas besoin de votre fortune. Elle a besoin de savoir que vous la voyez pour qui elle est, pas pour ce qu'elle représente dans votre vie. » Alexandre réfléchit un moment. « Je veux créer une fondation d'art, » dit-il finalement, avec Élise comme directrice, si elle le souhaite. Un endroit où elle pourrait exploiter pleinement ses talents. Et je veux transformer une partie du manoir en galerie publique, rendre l'art accessible à tous. Voilà qui est mieux, sourit Mathilde. Mais avez-vous pensé à moi ? Vous viendriez vivre au manoir, bien sûr. Ou si vous préférez garder votre indépendance, je ferai aménager le pavillon du jardinier. Les meilleurs médecins s'occuperaient de vous. Je vois que vous avez tout planifié. Pas tout, admit Alexandre. Je ne sais pas si Élise acceptera. Ma petite fille est têtue, comme son père, mais elle a aussi le cœur de sa mère, généreux et capable d'un amour profond. Mathilde se leva et se dirigea vers un vieux secrétaire. Elle en sortit une petite boîte. Ceci appartenait à la mère d'Élise. Si vous êtes vraiment sérieux, je voudrais que vous l'ayez. Elle ouvrit la boîte, révélant une bague ancienne, simple mais élégante. Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas un cadeau, coupa Mathilde. C'est un prêt. Vous me la rendrez si ma petite fille dit non. Alexandre prit délicatement la bague. Merci, Mathilde. Je ne vous décevrai pas. Ce n'est pas moi qu'il ne faut pas décevoir, jeune homme. Les jours passèrent, se transformant en semaines. Alexandre mettait en place ses projets. Les plans pour la fondation, les travaux au manoir pour aménager la galerie, les arrangements pour accueillir Mathilde. Il recevait parfois de brèves nouvelles d'Élise via Camille. L'exposition à Tokyo était un succès. Elle se plaisait au Japon. Mais jamais un mot sur ses sentiments, sur un éventuel retour. Puis, un jour, une lettre arriva. De Tokyo, écrite de la main d'Élise. Alexandre l'ouvrit avec des mains tremblantes. « Cher Alexandre,
Le Japon est magnifique, mais étrangement, c'est la Provence qui me manque. Ces dernières semaines m'ont permis de réfléchir, de prendre du recul. La lettre de ton père a apaisé une vieille blessure. Je ne peux pas dire que j'ai pardonné. Ce n'est pas à moi de le faire, mais je peux avancer. Je rentre dans 3 jours. Pourrions-nous parler? Élise. Son cœur battant à tout rompre, Alexandre appela immédiatement l'aéroport pour connaître les détails du vol d'Élise. Puis il contacta Mathilde pour lui annoncer la nouvelle. Les 3 jours suivants furent les plus longs de sa vie. Il vérifia 100 fois les préparatifs, voulant que tout soit parfait pour son retour. Enfin, le jour arriva. Alexandre attendait dans le hall des arrivées internationales, un bouquet de fleurs à la main, nerveux comme un adolescent à son premier rendez-vous. Lorsqu'Élise apparut enfin, son cœur s'arrêta un instant. Elle était encore plus belle que dans son souvenir, son teint légèrement hâlé par le soleil japonais, ses yeux brillants d'une nouvelle assurance. Leurs regards se croisèrent. Elle s'avança vers lui, hésitante d'abord, puis plus sûre. « Bonjour, Alexandre. »« Élise, tu es revenue. »« J'ai dit que nous devions parler. »« Oui, bien sûr, viens, la voiture nous attend. » Au lieu de prendre la direction du manoir, Alexandre conduisit vers la maison de Mathilde. « Ta grand-mère meurt d'envie de te voir, » expliqua-t-il. « Elle va beaucoup mieux, tu sais. Les nouveaux traitements font effet. » Mathilde les attendait sur le pas de la porte, rayonnante. Les retrouvailles furent émouvantes, la vieille dame serrant sa petite fille contre elle, les larmes aux yeux. « Tu as l'air en pleine forme, grand-mère, » s'étonna Élise. « Ton jeune homme y est pour beaucoup, » sourit Mathilde avec un clin d'œil à Alexandre. « Il a trouvé les meilleurs médecins, insisté pour que j'essaye de nouveaux traitements. » Élise se tourna vers Alexandre surprise. « Tu as fait ça ?» C'était la moindre des choses. Ils passèrent l'après-midi tous les 3, Élise racontant son séjour au Japon, l'exposition, les artistes qu'elle avait rencontrés. Alexandre l'écoutait, fasciné, redécouvrant la passion qui l'animait lorsqu'elle parlait d'art. Le soir venu, tandis que Mathilde se retirait pour se reposer, Alexandre invita Élise à faire une promenade dans le jardin. « J'ai beaucoup réfléchi pendant ton absence, » commença-t-il. « Moi aussi, » murmura-t-elle. « J'ai des projets, Élise, des projets qui n'ont de sens que si tu en fais partie. » Il lui parla de la fondation, de la galerie au manoir, de son désir de rendre l'art accessible à tous. « Tu veux que je dirige cette fondation ?» demanda-t-elle incrédule. « Seulement si tu le souhaites, ce n'est pas une condition pour nous. » « Pour nous ?» Alexandre s'arrêta au milieu du jardin, sous un olivier centenaire. La nuit était tombée, mais la lune éclairait doucement leurs visages. « Élise, ces 3 mois sans toi ont été les plus longs de ma vie. Je sais que tout va très vite, que nos mondes semblent différents, que notre histoire familiale est compliquée. Mais je t'aime. Plus que je n'ai jamais aimé personne. » Il mit un genou à terre et sortit la bague que Mathilde lui avait confiée. « Je ne te demande pas de renoncer à tes rêves ou à ton indépendance. Je te demande simplement de partager ta vie avec moi, de construire quelque chose ensemble. » Élise le regarda, les yeux brillants de larmes. « C'est la bague de ma mère, » murmura-t-elle. « Ta grand-mère me l'a confiée. Elle a dit que c'était un prêt, au cas où tu dirais non. » Élise rit à travers ses larmes. « Tu es fou, Alexandre Mercier. Complètement fou. Est-ce un non? C'est un tout va beaucoup trop vite. Je sais, mais parfois la vie nous offre des moments qui changent tout. Notre rencontre en était un. » Élise prit une profonde inspiration. « Si j'accepte, j'ai des conditions. Je t'écoute. Je veux continuer à travailler, à voyager pour des expositions si nécessaire. Je ne serai pas juste Madame Mercier. Bien sûr, ta grand-mère vivra avec nous, mais dans un espace qui lui permette de garder son indépendance. Le pavillon du jardinier est déjà en cours de rénovation. Et je veux une cérémonie simple. Juste nous, la famille, quelques amis. » Alexandre sentit son cœur s'emballer. « Est-ce un oui? C'est un « nous sommes complètement fous, mais oui ». Il se releva et glissa la bague à son doigt, puis l'embrassa avec toute la passion qu'il avait contenue pendant ces longs mois de séparation. « Quand ?» murmura-t-il contre ses lèvres. « Quand quoi? Quand veux-tu te marier ?» Élise réfléchit un instant. « Le plus tôt sera le mieux, avant que l'un de nous ne retrouve la raison. » Ils éclatèrent de rire, puis rentrèrent, main dans la main, annoncer la nouvelle à Mathilde qui les attendait, un sourire complice aux lèvres. « 72 heures, » déclara Alexandre. « Nous pouvons tout organiser en 72 heures. »« Tu es fou, » répéta Élise en secouant la tête. « Fou de toi.
Mathilde les observait, émue. Vos parents seraient heureux, Élise. Et je pense que même Henri Mercier approuverait. Les erreurs du passé sont enfin réparées. Les 2 jours qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Camille, ravie, prit en charge l'organisation, mobilisant toutes ses ressources pour créer une cérémonie simple mais élégante dans les jardins du manoir. Les invités, peu nombreux, mais choisis avec soin, furent prévenus de l'urgence de l'événement. Vincent, l'intendant, dirigeait une armée de jardiniers pour que le parc soit parfait. Le pavillon du jardinier, fraîchement rénové, attendait Mathilde, qui supervisait tout avec une énergie retrouvée. La veille du mariage, alors qu'Élise essayait sa robe dans l'ancienne chambre de la mère d'Alexandre, un doute l'assaillit soudain. « Et si nous faisions une terrible erreur ?» demanda-t-elle à Camille. « Tout va si vite. »« L'amour ne se mesure pas en jours ou en mois, » répondit doucement Camille. « Il se mesure en intensité, en certitude. J'ai vu mon frère changer grâce à toi, et je te vois t'épanouir à ses côtés. Mais nous sommes si différents. »« Complémentaires, » corrigea Camille. « Tu lui apportes la passion, la sensibilité. Il t'offre la stabilité, la force. Ensemble, vous êtes extraordinaires. » Élise sourit, apaisée. « Merci, Camille, pour tout. Bienvenue dans la famille, petite sœur. » Le jour du mariage arriva enfin. Le temps était parfait, un soleil doux illuminant les jardins du manoir. Sous un arche de roses blanches, Alexandre attendait, élégant dans son costume sombre, le visage rayonnant d'un bonheur sans mélange. Lorsqu'Élise apparut au bras de Vincent, qui avait accepté de la conduire à l'hôtel, un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Sa robe simple mais raffinée, ses cheveux relevés ornés de fleurs, et surtout la lumière qui émanait d'elle, tout était parfait. Mathilde, assise au premier rang, ne pouvait retenir ses larmes de joie. Près d'elle reposait la lettre d'Henri Mercier et la photo des parents d'Élise. Le passé réconcilié avec le présent. Les vœux furent échangés, simples et sincères. Une promesse d'amour, de respect, de soutien mutuel dans leurs projets respectifs. Une union de 2 êtres différents mais complémentaires, réunis par le destin malgré les obstacles. Lorsque le maire prononça enfin les mots qui faisaient d'eux mari et femme, les applaudissements éclatèrent, joyeux et émus. Alexandre embrassa Élise avec une tendresse infinie, scellant leur destin commun sous le soleil de Provence. « Madame Mercier » murmura-t-il à son oreille. « Élise Dubois-Mercier » corrigea-t-elle avec un sourire espiègle. « N'oublie pas nos conditions. » Il rit, heureux comme jamais. « Je n'oublierai jamais rien de ce qui te concerne, je te le promets. » Main dans la main, ils se tournèrent vers leurs invités, prêts à commencer leur nouvelle vie ensemble. Une vie construite en 72 heures, mais destinée à durer toujours. Le soleil de juin inondait la terrasse du manoir Mercier. Élise, assise à une petite table, consultait des documents pour la prochaine exposition de leur fondation, tout en sirotant un thé glacé. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce mariage impromptu qui avait changé sa vie. Son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Atterrissage dans 30 minutes. J'ai une surprise. A plus. » Elle sourit, sentant cette chaleur familière qui l'envahissait chaque fois qu'elle pensait à son mari. Alexandre revenait de New York, où il avait passé une semaine pour affaires. C'était leur plus longue séparation depuis le mariage, et elle devait admettre qu'il lui avait terriblement manqué. « Il rentre aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Mathilde s'avançait sur la terrasse, s'appuyant légèrement sur sa canne. Sa santé s'était considérablement améliorée ces derniers mois, mais elle gardait quelques séquelles de son AVC. « Oui, il vient de m'envoyer un message. Tu veux m'accompagner à l'aéroport ? » « Non, ma chérie, je préfère vous laisser ces retrouvailles. Et puis, j'attends la visite de mon médecin. » Élise se leva et embrassa sa grand-mère sur la joue. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? » ?»« Merveilleusement bien. Le pavillon est un vrai paradis et j'adore jardiner dans mon petit potager. » Le pavillon du jardinier, entièrement rénové, était devenu le refuge de Mathilde. Assez proche du manoir pour qu'Élise puisse lui rendre visite quotidiennement, mais suffisamment indépendant pour que la vieille dame conserve son autonomie. « Ce soir, dîner tous ensemble ?» proposa Élise. « Je demanderai à Marie de préparer ton gratin de courgettes préféré. »« Avec plaisir. Camille sera là ?»« Oui, avec Thomas. Elle a une annonce à nous faire, apparemment. » Mathilde sourit d'un air mystérieux. « Je crois deviner laquelle. Tu sais quelque chose que j'ignore ? Disons que j'ai remarqué certains signes chez ta belle-sœur, mais je te laisse la surprise. » Élise embrassa à nouveau sa grand-mère avant de partir se préparer.
Dans leur chambre, elle choisit une robe légère qu'Alexandre aimait particulièrement. Ces 6 mois de mariage avaient été intenses, parfois mouvementés, mais profondément heureux. La Fondation d'art du Bois-Mercier avait ouvert ses portes 2 mois plus tôt, occupant toute une aile du manoir. Leur première exposition, consacrée aux échanges artistiques entre l'Orient et l'Occident, avait rencontré un succès critique important. Élise y avait mis tout son cœur, toutes ses connaissances, et Alexandre l'avait soutenue sans réserve. Bien sûr, tout n'avait pas été parfait. Ils avaient dû apprendre à vivre ensemble, à respecter leurs espaces respectifs, à concilier leurs carrières exigeantes. Il y avait eu des disputes, des incompréhensions, des moments de doute, mais chaque difficulté surmontée n'avait fait que renforcer leur lien. Sur la route de l'aéroport, Élise repensa à ces 6 derniers mois, à leur lune de miel improvisée au Japon, où Alexandre l'avait accompagnée pour finaliser son exposition. À leur retour en Provence, à l'emménagement de Mathilde, aux travaux pour la Fondation, à leurs nuits passionnées, à leurs discussions interminables sur l'art, la philosophie, la vie, à la façon dont Alexandre avait progressivement ouvert son cœur, partageant ses doutes, ses peurs, ses espoirs, à comment elle-même avait appris à faire confiance, à croire en leur avenir commun malgré leurs différences. L'aéroport était bondé en ce début de saison touristique. Élise se fraya un chemin jusqu'au terminal des arrivées, cherchant des yeux la haute silhouette de son mari. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle l'aperçut enfin, élégant même après un vol transatlantique, un sourire illuminant son visage dès qu'il la vit. « Tu m'as manqué », murmura-t-il en la serrant contre lui. « Toi aussi, plus que je ne voudrais l'admettre. » Il l'embrassa tendrement, sans se soucier des regards autour d'eux. « Je ne pars plus sans toi. » Ces vidéoconférences nocturnes ne suffisent pas. Élise rit doucement. « Tu as dit que tu avais une surprise. » Alexandre se tourna et fit signe à quelqu'un. Une jeune femme asiatique s'approcha, souriante. « Élise, je te présente Yumi Tanaka, la conservatrice du Musée national de Tokyo. Yumi, voici ma femme, Élise du Bois-Mercier. »« Enchantée, » dit Élise, en serrant la main de la jeune femme. « Nous nous sommes croisés à Tokyo, n'est-ce pas ?»« En effet, » confirma Yumi. « Votre exposition était remarquable. » « Yumi a une proposition pour notre fondation, » expliqua Alexandre. « Un échange d'œuvres avec son musée. Elle restera quelques jours pour en discuter les détails. » Élise sentit l'excitation monter en elle. Un partenariat avec le Musée national de Tokyo serait une consécration pour leur jeune fondation. « C'est une merveilleuse nouvelle !» s'exclama-t-elle. « Vous êtes la bienvenue chez nous, Yumi. » Sur le chemin du retour, Alexandre au volant, Yumi à l'arrière, Élise ne pouvait s'empêcher de sourire. Son mari la connaissait si bien, il savait que ce partenariat était exactement ce qu'elle espérait pour la fondation. « Comment se porte ta grand-mère » demanda Alexandre. « De mieux en mieux. Son médecin vient aujourd'hui pour un contrôle de routine. Et Camille, elle vient dîner ce soir ?»« Oui, avec Thomas. Elle a apparemment une annonce à nous faire. » Alexandre sourit mystérieusement. « Je crois savoir de quoi il s'agit. Thomas m'a appelé hier. Tu sais et tu ne me dis rien ? Ce n'est pas à moi de te l'annoncer. » De retour au manoir, ils installèrent Yumi dans une des chambres d'amis, puis se retrouvèrent seuls dans leur suite. « Maintenant, ma vraie surprise, » dit Alexandre en sortant un petit paquet de sa valise. Élise l'ouvrit, découvrant un délicat bracelet en jade. « Il est magnifique, pour aller avec les boucles d'oreilles. J'ai pensé que ma femme méritait un peu de gâterie. »« Ta femme est déjà bien assez gâtée, » sourit-elle en l'embrassant. Mais elle apprécie le geste. Il la serra contre lui, respirant le parfum de ses cheveux. « Ces 6 mois ont été les plus heureux de ma vie, » murmura-t-il. « Même avec nos disputes sur la couleur des murs de la galerie, même avec ça, surtout avec ça. » Leurs lèvres se trouvèrent, et pendant un long moment, le monde extérieur cessa d'exister. Plus tard dans la journée, alors qu'Élise faisait visiter la fondation à Yumi, son téléphone sonna. C'était le médecin de Mathilde. « Madame Mercier ? Je viens de terminer l'examen de votre grand-mère. J'ai d'excellentes nouvelles. » Élise écouta attentivement, des larmes de joie lui montant aux yeux. « Merci, docteur, merci infiniment. » Elle raccrochait à peine qu'Alexandre apparut à l'entrée de la galerie. « Tout va bien ?» demanda-t-il, inquiet en voyant ses larmes. « Mieux que bien. Le docteur Laurent vient de m'appeler. Grand-mère est officiellement en rémission complète. Il dit qu'il n'a jamais vu un tel rétablissement pour une personne de son âge. » Alexandre la serra dans ses bras, partageant sa joie. « Nous devrions fêter ça ce soir, avec Camille et Thomas. Et Yumi, bien sûr.
ajouta Élise en souriant à leur invité qui observait discrètement la scène. La soirée fut mémorable. Mathilde, rayonnante dans sa robe préférée, présidait la table. Camille et Thomas arrivèrent, main dans la main, un bonheur évident sur leurs visages. « Avant que nous commencions, dit Camille en levant son verre d'eau, Thomas et moi avons une annonce à faire. » Elle échangea un regard complice avec son compagnon. « Nous allons avoir un bébé. Je suis enceinte de 3 mois. » Des exclamations de joie éclatèrent autour de la table. Élise serra sa belle-sœur dans ses bras, émue aux larmes. « Je vais être tante. Et moi arrière-grand-mère, » ajouta Mathilde avec émotion. « Quel bonheur !» Alexandre serra la main de Thomas, puis embrassa sa sœur. « Tu seras une mère formidable, Camille. Et toi un oncle gâteau, j'en suis sûr. » La soirée se poursuivit dans la joie et les projets d'avenir. Yumi s'intégra parfaitement, fasciné par cette famille unie malgré ses différences. Après le dîner, alors que la nuit était douce, Alexandre proposa une promenade dans le jardin. Élise glissa sa main dans la sienne, et ils s'éloignèrent vers la fontaine où ils s'étaient embrassés pour la première fois. « Tant de choses ont changé en si peu de temps, » murmura Élise en contemplant le ciel étoilé. « Pour le mieux, tu ne crois pas ?»« Sans aucun doute. » Ils s'assirent sur le rebord de la fontaine, écoutant le murmure apaisant de l'eau. « J'ai pensé à quelque chose aujourd'hui, » dit Alexandre. « Nous devrions organiser une exposition en hommage à ton père. » Élise le regarda avec surprise. « Comment ça? Pierre Dubois aimait l'art, n'est-ce pas? Mathilde m'a dit qu'il collectionnait des estampes japonaises. » « Oui, c'était sa passion. Il m'emmenait voir des expositions quand j'étais petite. » « Alors, pourquoi ne pas créer une bourse Pierre Dubois pour les jeunes artistes? Et une exposition annuelle qui porterait son nom ?» Les yeux d'Élise s'emplirent de larmes. « Tu ferais ça? Nous ferions ça, ensemble, pour honorer sa mémoire, pour réparer définitivement cette vieille injustice. » Elle posa sa tête sur son épaule, envahie par une gratitude profonde. « Merci. C'est un projet magnifique. » Ils restèrent ainsi un long moment, savourant la paix de cette nuit d'été. Puis, main dans la main, ils se dirigèrent vers le petit cimetière du village voisin, où reposaient les parents d'Élise. Devant la tombe simple mais bien entretenue, Élise déposa un bouquet de fleurs fraîches. Alexandre plaça respectueusement à côté la lettre de son père, enfin à sa place. « Je pense qu'il serait fier de toi, » dit doucement Alexandre, « de la femme que tu es devenue, de tout ce que tu as accompli. J'espère qu'ils auraient approuvé mes choix, » murmura Élise. « Notre mariage si précipité. L'amour ne se mesure pas au temps, mais à l'intensité, non ?» Elle sourit, reconnaissant les mots que Camille lui avait dits la veille de leur mariage. « Et à la certitude, » compléta-t-elle. « Je n'ai jamais été aussi certaine de quelque chose que de nous deux. » Ils rentrèrent lentement vers le manoir, sous le ciel étoilé de Provence, leurs ombres se mêlant sur le chemin de terre. 2 personnes si différentes, unies par un amour inattendu, construisant ensemble un avenir où le passé était enfin apaisé. Le manoir Mercier, autrefois simple symbole de richesse et de pouvoir, était devenu un foyer. Un lieu où l'art et l'amour cohabitaient, où les portes s'ouvraient au monde, où les blessures anciennes guérissaient enfin. Et alors qu'ils franchissaient le seuil de leur maison, Élise et Alexandre savaient que leur histoire, commencée si étrangement par la rencontre d'un millionnaire et de sa femme de ménage, ne faisait que commencer. Une histoire qui, contre toute attente, les avait menés au bonheur en seulement 72 heures, mais qui se poursuivrait pour toute une vie.